journée. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez Eric Delbecq. Bonjour Eric Delbecq. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1 avec nous à distance ce matin. Vous êtes expert en sécurité intérieure. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment L'insécurité permanente, paru aux éditions du CERF, ou encore Les Ingouvernables chez Grasset sur l'ultra-gauche. Nouvelle journée de mobilisation syndicale contre la réforme des retraites, Eric Delbecq. Alors qu'on louait le calme des cortèges depuis le début du mouvement en janvier, tous les policiers vous le diront, il y a dans les manifestations un avant et un après 49.3 depuis jeudi dernier. En effet, l'émeute s'invite chaque jour dans les rues de France. Des groupes ultramobiles jouent au chat et à la souris avec les forces de l'ordre, laissant derrière eux l'odeur des poubelles brûlées. Qu'est-ce qui se passe, Eric Delbecq? Qui sont ces radicaux que l'on voit tous les jours désormais et tous les soirs dans les villes? Il se passe à peu près la même chose que ce qu'on a connu pendant la période des Gilets jaunes, alors que ça n'a pas la même structure des Gilets jaunes. C'est-à-dire que si on se rappelle bien, les Gilets jaunes étaient un mouvement assez spontané, pas encadré par les syndicats. Aujourd'hui, on a le contraire. On a des syndicats qui sont beaucoup plus présents, qui ont effectivement organisé et appelé à des manifestations où ça s'est assez bien tenu. Et puis aujourd'hui, on voit réapparaître, et là en revanche, c'est la même chose que pendant les Gilets jaunes, des groupes de radicaux dans lesquels on trouve à peu près toujours les mêmes, c'est-à-dire les radicalités dans leur grande largeur. Alors effectivement, il peut y avoir un peu d'ultra-droite, mais enfin, il y a surtout de l'ultra-gauche. Et ce qu'on a appelé d'un terme qui me plaît pas beaucoup, mais qui est aujourd'hui rentré dans les mentalités, les ultra-jaunes. Donc ces gens-là, ils viennent pour pratiquer des violences. En aucun cas, ils viennent pour prêter un concours pacifique à la manifestation. Oui. Donc les profils, on les connaît déjà. Alors justement, c'était ma question suivante. Qu'est-ce qui explique ce déclenchement? Est-ce qu'il y a eu un espèce de signal 49.3? Pourquoi ça se durcit d'un coup à ce moment-là? Et puis derrière, est-ce que cette violence que l'on voit prend le conflit des retraites comme prétexte pour aller tout casser? Ou bien est-ce que c'est de la violence politique, d'après vous, Eric Delbecq? Tout dépend de ce qu'on appelle de la violence politique. Pour répondre à la première partie de votre question, les radicalités attendent toujours un moment qui leur paraît favorable, où elles pensent qu'on va pouvoir faire déraper une manifestation, faire déraper un mouvement, ou que selon eux, les conditions sont réunies. Par exemple, une forme d'hostilité à une mécanique institutionnelle, là en l'occurrence le 49.3, et qu'on va pouvoir faire durer le mouvement de violence, qu'on va pouvoir entre guillemets recruter des troupes et faire en sorte que la violence attire l'attention et qu'elle soit pérenne, qu'elle dure dans le temps. Il était très illustratif de regarder ce qui s'est passé à la Concorde le soir du 49.3. Moi, en l'occurrence, j'y étais. J'ai observé un peu ce qu'on pouvait discerner. Effectivement, vous avez des gens qui étaient là pour manifester, c'est parfaitement leur droit. Et puis, vous voyez se préparer des petits groupes qui étaient là pour les violences. Et certains, soit n'étaient pas connus par les services de police, mais avaient toutes les techniques et les méthodes de l'ultra-gauche, soit d'autres étaient déjà connus justement en tant qu'ultra-jeunes. Donc on voit qu'il n'est pas très difficile quand même de voir d'où vient cette radicalité. Elle vient parasiter un mouvement de désaccord qui, pour le coup, est parfaitement justifié au sens où les gens ont parfaitement le droit de manifester, mais en revanche, on n'a pas le droit de tout casser. Oui. Alors justement, faut raconter quand même, donner quelques détails. Des policiers des policiers blessés qui disent à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur qui vient à leur rencontre, on est un cran au-dessus de ce qu'on a vu pendant les Gilets jaunes quand même. Des policiers qui racontent des pluies de pavés lancées comme ça par une artillerie cagoulée, des bouteilles de parfum dans laquelle on glisse un pétard, quand ça explose, les vapeurs vous brûlent les poumons. Il y a une expertise aujourd'hui de la guérilla urbaine, Eric Delbecq. Oui, mais c'est assez normal. C'est-à-dire qu'on a multiplié les épisodes pendant lesquels, si on peut parler ainsi, ces gens s'entraînent. Donc, bien évidemment, hélas, ils progressent. C'est des galaxies très apprenantes. Toutes les radicalités apprennent les unes des autres. L'ultra-gauche apprend de l'ultra-droite apprend de l'ultra-jaune. Les ultra-jaunes apprennent de l'ensemble des autres radicalités. Donc effectivement, au cours des années, vous avez des gens qui sont de plus en plus professionnels. Et puis vous avez un climat de surexcitation de la violence. Au bout d'un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Lorsque vous avez des forces politiques au Parlement qui en fait font tout pour surexciter la violence et qui comparent les brigades motorisées, les unités de police, les braves M à des brigades de la mort, on voit bien que c'est tout à fait de bonne facture pour pouvoir surexciter des gens qui n'ont déjà pas besoin de l'être
Et pour tout dire, d'un point de vue de sécurité intérieure, c'est à la fois irresponsable et c'est consciemment fait. Il faut Oui. arrêter de dire que c'est pas conscient. Alors vous évoquez ces mises en accusation effectivement des forces de l'ordre, en part notamment par des élus de gauche, des personnalités du monde judiciaire. Est-ce que s'installe à l'occasion de cette réforme des retraites une sorte de romantisme révolutionnaire dans le pays? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de ces images où effectivement on voit des policiers par moments perdre le contrôle, frapper le poing fermé des gens qui sont là peut-être en train de les filmer ou insulter les manifestants? J'en dis exactement ce que je dis d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a des institutions et des organisations, il y a des services dédiés qui sont là pour contrôler l'action des forces de sécurité. Et il faut qu'elles fassent leur travail comme elles l'ont toujours fait. Et puis, s'il y a des responsabilités, les mettre en cause, bien évidemment. Mais cette mécanique consistant à mettre le doigt sur un certain nombre d'éléments, dont je rappelle qu'il faut quand même qu'on y voit un peu plus clair. Moi, je ne me fais pas une opinion sur une déclaration de quelqu'un dont j'ignore Oui. qui il est, ou sur des morceaux de vidéos dont on ne sait pas ni dans quel contexte elles ont été filmées, ni si elles sont une suite ou un début. Oui. Donc il y a des gens, il y a des magistrats, il y a des inspections dont c'est le métier. Oui. Encore une fois, s'il y a des responsabilités doivent être mises en cause, mais ça c'est vraiment autre chose. Voilà, et puis vous avez des vidéos où l'on met en cause l'attitude des forces de l'ordre, sous-titrées du hashtag tout cramé aussi, il faut dire cela. Merci beaucoup Éric Delbecq d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle le titre de vos 2 derniers ouvrages, L'insécurité permanente aux éditions du Cerf, Les Ingouvernables chez Grasset, livre spécifiquement consacré justement à cette ultra-gauche dont vous nous avez parlé. Bonne journée à vous.